Alors bonjour, on continue toujours avec la thermodynamique. Donc cette vidéo, donc on va voir le premier principe de la thermodynamique. Donc il faut savoir que la thermodynamique elle est régie par trois principes. Euh, donc chaque discipline donc est régie par des principes comme la mécanique, elle est régie par les principes de Newton. Alors la thermodynamique elle est régie par trois principes. Le premier principe et le deuxième principe, ainsi que le troisième principe ou le principe zéro. Alors avant de commencer, donc rappelons qu'historiquement, la première machine dans l'histoire, la machine thermodynamique ou la machine thermique dans l'histoire, c'est la machine à vapeur. Donc la machine à vapeur. Alors, la machine à vapeur, donc son principe, il est simple. Donc, il consiste à transformer de la chaleur en travail mécanique. Alors, on sait que pour transformer du travail en chaleur, c'est simple. Il suffit de frotter. Donc, avec des frottements, on peut transformer du travail, on peut le transformer en, en chaleur. Mais la question qui se pose, comment transformer de la chaleur en travail mécanique? C'est-à-dire à partir de chaleur, on peut obtenir un mouvement. Alors ça, donc là, dans la réponse vient dans la machine à vapeur. Alors la machine à vapeur, donc, il consiste à chauffer une quantité d'eau mise dans une enceinte. Alors lorsqu'on chauffe de l'eau, alors bien sûr, de l'eau se vaporise en provoquant une élévation de la pression. Alors l'élévation de la pression, donc elle va provoquer un déplacement des pistons vers le haut. Alors c'est-à-dire on peut transformer cette chaleur fournie à l'eau en un mouvement, en un travail mécanique. Donc une translation des pistons, donc on peut avec un vilebrequin, donc ou tout simplement transformer cette translation en une rotation, c'est-à-dire provoquer un mouvement. Alors c'est le principe simple de la machine à vapeur. Alors c'est pourquoi, et même aujourd'hui, donc dans les voitures, dans les moteurs à combustion, donc on transforme de la chaleur en travail, c'est-à-dire avec des explosions, donc la combustion du diesel ou d'essence, donc ça produit une énergie thermique élève la pression à l'intérieur du piston, provoquant le déplacement des pistons, c'est-à-dire l'obtention d'un travail mécanique. Alors c'est pourquoi on va commencer par calculer le travail euh, fourni par soit le système, notre système au milieu extérieur ou par le milieu à notre système en comprimant le piston ou au cours de dilatation des gaz, c'est-à-dire au cours de la dépression. Alors, euh, alors le travail en général, alors le travail élémentaire d'une force au cours d'un déplacement élémentaire dl, c'est F scalaire dl. Alors, c'est-à-dire lorsqu'on comprime un piston, un gaz, contenu dans une enceinte de pression P par une force extérieure F extérieure, donc ça soit par un opérateur ou la pression atmosphérique ou en posant une masse M sur le piston, quoi que ce soit. Donc, toutes les forces appliquées sur le piston, des forces extérieures, on les modélise par une seule force. On les note une force F extérieure. Alors le travail élémentaire de cette force, c'est F d de L. Alors remarquez que le déplacement des pistons et F sont collinéaires de même sens, c'est-à-dire que le travail il est positif. Alors c'est un travail fourni au gaz. Alors F extérieur. Alors c'est-à-dire c'est F extérieur fois D
dz. dl c'est dz. Alors F extérieur, on peut l'écrire en fonction de la pression parce que c'est une force qui est répartie sur tout le piston. Donc c'est la pression extérieure fois la surface des pistons, fois dz. Alors c'est quoi SdZ? SdZ, alors ce n'est que la variation du volume dV. Alors dV, donc P extérieur, dV. Alors le dV ici, alors c'est le volume final. Donc dV, c'est le volume final moins le volume initial. Alors remarquez que dV ici, il est négatif parce que le volume final, il est inférieur au volume initial. Il est négatif. C'est-à-dire dV ici, il est négatif. On a dit que le travail, il est positif. Il faut ajouter un signe moins. Donc pour avoir un travail positif. Alors la même chose, c'est au cours de la dilatation, on va trouver toujours le signe moins. Il est là. Alors, c'est-à-dire que le travail total, si on passe d'un état initial vers un état final, donc on comprime d'une position 1 vers une position finale 2, donc le travail total de l'état A vers l'état B, c'est moins l'intégrale de P extérieur d2V. Alors cette formule, cette formule nous permet de déterminer le travail reçu par le système. Alors notre système, c'est le gaz enfermé dans l'enceinte. Le travail reçu par ce gaz au cours de la compression ou de la dilatation des gaz. Alors nous avons dit que lorsqu'on comprime le gaz, alors le travail il est positif. Donc dV il est négatif. dV il est négatif. Donc là on a une compression. Une compression du système. Alors on dit que donc le système reçoit du travail du milieu extérieur. Alors si delta de V est inférieur à 0, c'est-à-dire si le travail est négatif, ou tout simplement si d de V est supérieur à 0, c'est-à-dire une détente ou dilatation des gaz. Donc dans ce cas, donc c'est le système qui fournit du travail au milieu extérieur. Le système fournit du travail au milieu extérieur. Alors cette formule-là, donc qu'on a établie ici, alors ça c'est le travail échangé par le système avec le milieu extérieur. Alors on a démontré cette formule dans le cas des pistons, mais ça n'empêche pas que la formule reste valable même si vous avez un volume quelconque, donc qui subit donc une compression ou une détente à partir des forces extérieures en menant son volume de l'état initial vers l'état final. Alors on continue à utiliser la formule suivante parce que donc si vous voulez la démonstration, on peut diviser ce volume dV ce volume dV en des volumes élémentaires très élémentaires et appliquer la relation suivante.
Alors, c'est-à-dire le volume passe de là à. Alors, effet in intégrale, donc on va obtenir le même résultat. Alors, ce qu'on peut déduire de ça, c'est lorsque dV égale à 0, c'est-à-dire si le volume est constant, ou on dit parfois paroi rigide, c'est-à-dire que le volume ne change pas, on peut dire que le travail élémentaire il est nul, parce qu'il n'y a pas de changement de volume, c'est-à-dire que le travail total il est nul. C'est-à-dire lorsque vous avez un volume constant, le système ne change pas de volume, donc pour une transformation isocore, le travail il est nul. Donc si vous avez une transformation isocore, sachez qu'il n'y a pas d'échange de travail avec le milieu extérieur. Alors, on n'a pas de travail échangé sauf s'il y a un changement de volume. Deuxième remarque, c'est donc il faut faire attention dans l'expression du travail. Il y a une différence entre la pression des gaz et la pression extérieure. Alors, si vous avez une transformation quasi statique, c'est-à-dire, on a dit que quasi statique, c'est-à-dire que on passe par des états d'équilibre. Alors, le piston, à chaque instant, il est en équilibre. Et s'il est en équilibre, c'est-à-dire que la pression des gaz est égale à la pression extérieure à chaque instant. Donc, au cours de la transformation, P extérieur reste toujours égal à P gaz. Alors ça, c'est valable pour les transformations quasi statiques ou réversibles. Alors, P extérieur égale à P gaz. Et dans ce cas, on peut faire intégrale avec P en utilisant P des gaz. Alors, il faut faire attention. On n'a pas le droit d'utiliser P gaz, sauf si P extérieur est égal à P gaz à chaque instant de la transformation. Et ça, c'est valable lorsque la transformation est quasi statique. Alors, la formule de base, c'est ça. Alors, et parfois, on utilise cette expression. Alors maintenant, on va voir c'est quoi le diagramme de Watt, le diagramme de Clapeyron. Donc une petite différence, c'est Watt représente P en fonction de V et Clapeyron représente P en fonction de volume molaire Vn. Alors, c'est-à-dire pour une transformation qui passe de l'état A vers un état B, on passe d'un état A vers un état B. Là, c'est une détente, donc le volume augmente, la pression chute. Et après, on revient de l'état B vers l'état initial A, mais en suivant un autre chemin. Alors, c'est simplement un chemin optique, c'est-à-dire que la méthode avec laquelle on passe de A à B est différente de laquelle on passe de B à A. Soit donc il y a des transformations qui sont isothermes, adiabatiques, donc quasi statiques. Alors ça dépend aux situations. Donc ça, un chemin optique. Donc si vous voulez par exemple, on peut passer par exemple de cet état vers l'état final suivant en comprimant directement. Donc il y a plusieurs chemins thermodynamiques. Donc soit en posant brusquement une masse et donc la chute des pistons se fait rapidement, c'est-à-dire la transformation elle est rapide. Ça c'est un chemin thermodynamique. Ou en comprimant progressivement. Alors ça c'est un chemin thermodynamique et la compression elle peut se faire soit
d'une manière adiabatique, c'est-à-dire les parois ne permettent pas de chaleur avec l'extérieur, ne permet pas de la chaleur, de transfert de chaleur avec l'extérieur, ou en transférant de la chaleur avec le mixeur extérieur, soit avec une température constante ou une température variable. Soit on peut, donc avant de faire descendre le piston, on va le faire monter vers le haut un peu et après on comprime. Alors c'est-à-dire pour passer de l'état initial vers l'état final, on peut le faire de plusieurs manières ou tout simplement en suivant plusieurs chemins thermodynamiques. Alors ça c'est ce qu'on appelle les chemins thermodynamiques. Alors supposez qu'on passe de l'état A vers l'état B en suivant un chemin thermodynamique suivant. Et on revient vers l'état A en suivant un autre chemin thermodynamique, c'est-à-dire on revient à l'état initial. Alors si on calcule le travail total en passant de A vers B et revenant vers A, c'est le travail de A à B plus le travail de B à A. Alors il faut savoir que le travail des forces pressantes, il dépend du chemin suivi. Alors on ne peut pas dire que la somme c'est 0. Alors le travail de A à B, en utilisant la formule précédente, c'est P extérieur fois dV. Et le travail de BA, c'est moins l'intégrale de P extérieur de BA dV. Alors ici, donc remarquez que on a représenté, à chaque instant, on représente le volume et la pression. À chaque instant, on représente le volume et la pression. C'est-à-dire qu'obligatoirement, on passe par des états d'équilibre intermédiaires. C'est-à-dire que la transformation est obligatoirement quasi-statique. C'est-à-dire que P extérieur, à chaque instant, est égal P des gaz. C'est-à-dire que le travail ABA est égal moins l'intégrale de A à B P dV plus moins BA P dV. Alors, mathématiquement parlant, alors si vous avez une fonction f de x, on passe de A à B. Donc l'intégrale de f de x dx de A à B, ou xa xb, alors cette intégrale, ce n'est que la surface comprise entre la courbe et l'axe des abscisses. C'est cette surface. Alors ça, c'est l'interprétation géométrique de l'intégrale. Alors ici, notre fonction, c'est la pression. X, c'est le volume. Alors nous avons ici l'intégrale de P dV de A à B. Ce n'est que la surface comprise entre la courbe. Donc on va l'appeler ça S1. S1, c'est moins S1 plus. Alors de B à A. Alors là, on passe dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est la surface totale. Donc on va noter ça, c'est la surface S2, c'est-à-dire la surface entre la courbe et l'axe des abscisses, c'est S1 plus S2. Et puisqu'on est dans le sens inverse, donc il y a un signe moins de l'intégrale déjà. Et il y a le signe moins parce qu'on passe de B à A. Donc c'est S1 plus S2. Alors ça donne bien sûr, donc le S1, si on va avec S1, il reste S2. Le travail A à B, S2. Alors, nous avons dit que le travail ABA égale S2 supérieur à 0, c'est un travail reçu par le système. C'est un travail reçu par le système. Donc, travail récepteur. Ou cycle, on dit que c'est un cycle récepteur. Ou c'est un récepteur. Alors, cycle décrit alors comme résultat. Alors,
comme résultat, cycle décrit dans le sens anti-horaire. Alors remarquez que le cycle est écrit dans le sens anti-horaire. Donc le cycle est un cycle, on dit que c'est un cycle récepteur. Alors si on fait le calcul dans le sens inverse, donc le sens horaire, on va trouver que c'est moins S2, c'est-à-dire c'est un travail négatif, il est fourni au milieu extérieur, on dit que c'est un cycle moteur, un cycle moteur. Maintenant, on va voir des applications pour des transformations classiques. Il y a la première, c'est pour une transformation monobar. Alors, on n'a pas défini, je crois, transformation monobar. Donc, isobar, on a défini transformation isobar, c'est lorsque la pression des gaz reste constante. Donc, la pression des gaz. Alors, monobar, c'est lorsque la pression extérieure reste constante. Alors, dans ce cas, le travail élémentaire qui est égal à moins P extérieur D de V. Alors, le travail total, si on passe de A à B, l'état A à B, moins P extérieur de A à B, D de V. Alors, est égal, puisque la pression extérieure reste constante, donc je peux la faire sortir de l'intégrale. Donc, VA, VB, D de V. Alors, c'est-à-dire que le travail de l'état initial vers l'état final est égal à P extérieur, VA moins VB. Alors, le signe moins, on fait entrer, ça donne VA moins VB. Alors, ça, c'est pour une transformation monobar. Alors, pour une transformation isotherme quasi-statique, alors, qu'est-ce qu'on entend par isotherme? C'est-à-dire que la température est égale à constante. Quasi-statique, c'est-à-dire que la pression extérieure est égale à P. Alors, c'est-à-dire que le travail est égal à moins P extérieur dV de A à B est égal à moins P dV A à B. Alors, si par exemple vous avez un gaz, si on a un gaz parfait, donc on a l'équation d'état PV est égal à NRT. Alors, c'est-à-dire que P est égal à NRT sur V. Donc, on peut le remplacer ici. Donc, le travail de A à B également l'intégrale de NRT sur V. Alors, puisque le système fermé N constante, isotherme à température constante, donc on peut faire sortir de l'intégrale. Ça donne AB moins NRT D de V sur V. Alors ça donne ln entre A et B. ln entre VA et VB. Avec le signe moins ici. Donc le travail de A à B est égal à NRT log. Donc VB moins VA. Avec le signe moins, c'est VA. Alors ça, c'est pour une transformation donc isotherme. C'est-à-dire ici, on peut écrire soit NRTA ou TB. Donc TA égale à TB est égal à une température T bien déterminée.
Alors, on peut l'écrire aussi en fonction des pressions. Donc, on a PA, PAVA est égal NRTA, donc est égal NRTB. Alors, c'est-à-dire en même temps, PAVA est égal PBV, VB. Alors, c'est-à-dire que VA sur VB, VA est égal à PB sur PBA. Alors, c'est-à-dire que cette expression, on peut l'écrire aussi en fonction des pressions. Donc, c'est NRT log de PB sur PA. Alors, ce NRT, parfois, on ne donne pas la température, le nombre de moles dans l'exercice. Donc, on a NRT, A ou B, c'est PAVA ou PBVB. Alors, c'est-à-dire que le travail A ou B est égal soit PAVA log de VA sur VB ou PB si on donne dans l'exercice PBVB, on utilise PBVB log de VA sur VB. Alors, toutes ces expressions elles sont valables, ça dépend aux données de l'exercice. Alors, bien sûr, donc nous avons dit que pour un système donné, il peut échanger de la matière et de l'énergie avec le milieu extérieur. Donc l'énergie peut être échangée sous forme soit de travail mécanique, de force de travail en général, soit sous forme de travail ou sous forme de chaleur ou de transfert thermique de la chaleur. Alors, donc, le transfert thermique, donc, il peut se faire soit par conduction ou par convection ou par rayonnement. Alors, pour la conduction, supposez par exemple, on chauffe, donc il peut se faire, je dis soit par conduction, soit par convection, soit par rayonnement. Alors, supposez on chauffe, vous avez une pièce métallique et on chauffe son extrémité. On chauffe son extrémité, donc après un certain temps, donc on remarque que la température devient uniforme. Alors cette partie, cette extrémité, donc sa température augmente. Cette partie qui est froide au départ, après un certain temps, il se chauffe. C'est-à-dire que la chaleur, il passe de cette extrémité vers l'autre, sans déplacement de la matière. Donc la matière, elle est fixée, il est figé, mais la chaleur peut se transformer. Alors ça, c'est une conduction thermique. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le transfert thermique par conduction. Alors par contre, lorsqu'on chauffe par exemple un liquide, on remarque que les parties chauffées en contact avec la chaleur, donc ils montent en laissant la place aux parties froides. Alors c'est-à-dire que il y a un mouvement de la matière à l'intérieur, ce qui permet le chauffage de tout le liquide. C'est-à-dire ici, bien sûr, il y a la conduction, c'est-à-dire la conduction, elle est là parce que l'eau, il est conducteur de chaleur, mais là, c'est le phénomène de conduction qui l'emporte. Donc c'est le plus important et qui fait chauffer toute la masse d'eau. Alors, bien sûr, il y a un autre type d'échauffement, c'est donc vous avez la Terre, donc il est chauffé par le Soleil. Alors il y a du vide ici, il y a le vide, mais on remarque que
par rayonnement pour les ondes électromagnétiques. Donc la chaleur est transmise à partir du soleil vers la Terre. Ça, c'est ce qu'on appelle un transfert thermique par rayonnement. Donc c'est les ondes électromagnétiques. Donc il y a trois types de transfert thermique. Alors, c'est-à-dire grosso modo, donc lorsque vous avez un système thermodynamique, il peut changer soit du travail avec l'émetteur, ou soit de la chaleur, et cette chaleur peut être transférée par trois méthodes, soit par conduction, soit par convection, ou soit par rayonnement.